Le cerveau. Le cerveau est une volumineuse masse de substances nerveuses, pesant environ 1200 grammes. Sa surface est gris ou rosée. Les sillons sont moins nombreux et moins fins que ceux du cervelet. Le cerveau a de ce fait un aspect plissé, gyrencéphalie. Les dimensions moyennes sont de 16 cm d'avant en arrière, 12 cm dans la plus grande hauteur et 14 cm dans la plus grande largeur. Diamètre bipariétal. Le cerveau est le siège de grandes fonctions motrices, sensitives, sensorielles et surtout des fonctions symboliques intellectuelles et associatives. Cette capacité d'association place le cerveau humain au niveau le plus élevé dans l'espèce animale. Il n'a pas de relation directe avec le monde extérieur, sauf par les faux nerfs crâniens que sont les nerfs olfactifs et optiques. Tous les messages transiteront soit par voie nerveuse avec le tronc cérébral et la moelle, soit par voie endocrinienne, en particulier par le système hypothalamo-post-hypophysaire. La figure 55 indique la composition du cerveau formé d'une masse centrale, le diencéphale, sous-jacent au mésencéphale, et de deux hémisphères cérébraux. Chaque hémisphère présente une face latérale, une face inférieure et une face médiale que l'on ne peut étudier qu'en sectionnant au centre le diencéphale. De même, pour bien voir la face inférieure, il faut couper le mésencéphale au niveau des pédoncules cérébraux. Sur la figure, on remarque une union interhémisphérique, le corps calleux, qui indique déjà que les fibres uniront hémisphère droit et hémisphère gauche, échangeant ainsi des informations reçues par l'un ou l'autre des hémisphères. Morphologie externe. Vue supérieure. Lorsqu'on enlève la calotte crânienne, on aperçoit la surface des hémisphères vue d'en haut. Chaque hémisphère est séparé de l'autre par un grand sillon sagittal ou fissure médiane interhémisphérique. On distingue déjà des sillons nets et profonds, comme la fissure centrale ou de Rolando, et des fissures plus fines et moins profondes. Au fond de la fissure médiane, on voit le corps calé qui occupe la partie moyenne entre les deux hémisphères. Vue latérale. Le lobe supérieur de l'hémisphère est régulièrement convexe en haut, depuis le pôle frontal en avant jusqu'au pôle occipital en arrière, un peu en arrière du milieu du bord supérieur, par un sillon oblique en bas et en avant, la fissure centrale ou de Rolando. Plus en arrière, on voit l'origine du sillon pariéto-occipital qui se termine très rapidement. Le bord inférieur de l'hémisphère est irrégulier,
ou tiers antérieur. On note un sillon profond qui se prolonge en haut et en arrière, parallèle au bord inférieur de l'hémisphère. Fissure latérale ou des sylvis. Il existe un net décalage en marche d'escalier entre le pôle frontal et le pôle temporal. En dessous du pôle temporal, le bord inférieur est assez régulier, seulement marqué en arrière par le passage des sillons ou incisures pré-occipitales. Ces différents sillons permettent de décrire des lobes cérébraux. En avant du sillon central et au-dessus du sillon latéral s'étale le lobe frontal. En arrière du sillon central, en avant du sillon pariéto-occipital et au-dessus du sillon latéral, le lobe pariétal. En dessous du sillon latéral et en avant de l'incisure pré-occipitale, le lobe temporal. En arrière du sillon pariéto-occipital et de l'incisure pré-occipitale, le lobe occipital. Si l'on écarte les lèvres du sillon latéral, on voit un lobe, normalement caché, le lobe de l'insula, profondément enfoui au fond du sillon latéral. Chaque lobe est lui-même subdivisé en circonvolutions par des fissures. Au niveau du lobe frontal, un sillon précentral, parallèle au sillon central, et deux sillons horizontaux, parallèles au bord supérieur de l'hémisphère, divisent le lobe frontal en 4 circonvolutions. Frontale ascendante FA, verticale, et 3 circonvolutions horizontales F1, F2 et F3, de haut en bas. Au niveau du lobe pariétal, deux sillons, poste central vertical et pariétal horizontal, aboutissent à une division en 3 circonvolutions. Pariétale ascendante, PA, et P1 surplombe PD. Au niveau du lobe temporal, deux sillons, parallèles au sillon latéral, limitent les circonvolutions T1, T2 et T3. Au niveau du lobe occipital, les sillons rayonnent à partir du pôle occipital, dessinant les limites des circonvolutions O1, O2 et O3. Il faut enfin décrire, sur la face latérale de l'hémisphère, des plis de passage qui permettent de passer d'une circonvolution dans l'autre. Ainsi, on peut passer de la pariétale ascendante à la frontale ascendante, à l'extrémité inférieure du sillon central. Cette zone est dite opercule rolandique. De la même manière, on décrit à la partie postérieure du sillon latéral la région des plis courbes ou gyrus angulaires et celle du gyrus supramarginal. Vue inférieure. Quand le cervellaire et le tronc cérébral sont en place, on ne voit du cerveau que les parties antérieures et moyennes.
Les lobes frontaux sont séparés par la fissure médiane, où l'on aperçoit la partie antérieure du corps calleux. À la face inférieure du lobe frontal, de part et d'autre de la fissure médiane, repose sur la surface. On voit les formations olfactives, bulbes, pédoncules et racines. Les lobes frontaux sont séparés des lobes temporaux par les sillons latéral ou des sulvices. Une fois les pédoncules cérébraux sectionnés, on peut mieux apprécier la surface du cerveau. Le lobe frontal montre les circonvolutions F1, F2, F3 de dedans en dehors. Elles ne font que poursuivre sur la face inférieure les circonvolutions identiques vues sur la face latérale. La circonvolution F1, cachée en partie par les formations olfactives, est dite gyrus rectus. Les lobes temporaux et occipitaux voient leur circonvolution T3 au 3, T4 au 4, T5 au 5 se succéder régulièrement. Le gyrus para-hippocampique se termine en avant, en se recourbant en doigt de gant. Cette zone est dite incus de l'hippocampe. Les racines ou stries olfactives se terminent, l'une racine médiale dans le lobe frontal, l'autre racine latérale dans T5. Entre les deux racines se trouve l'espace perforé antérieur. Vie médiale. Pour voir la vie médiale du cerveau, il convient de séparer les hémisphères et de sectionner les formations médianes diencéphaliques et le tronc cérébral. Un point de repère important est le corps calleux central, au-dessus de lui et l'entourant, la circonvolution singulaire ou gyrus singulaire, au-dessous de lui, les formations médianes et le diencéphale, au-dessus du gyrus singulaire. On voit la partie interne de la circonvolution F1. En suivant le bord supérieur de l'hémisphère, on reconnaît, un peu en arrière du milieu de ce bord supérieur, le sillon central avec, en avant de lui, la circonvolution frontale ascendante et en arrière, la pariétale ascendante. Cette portion interne de FA et de PA forme le lobule paracentral. Plus en arrière, un grand sillon sépare totalement le lobe occipital des lobes adjacents. C'est le sillon perpendiculaire interne. Le lobe occipital est divisé par un important sillon séparant les circonvolutions occipitales au 5 et au 6. C'est le sillon aux scissures calcarines. Le pôle occipital en forme de coin est dit cuneus. Au niveau du lobe temporal, on retrouve les circonvolutions T4 et T5. En dessous du corps calleux et sur la ligne médiane, on voit
le septum lucidum, mince membrane qui sépare les ventricules latéraux, appendu au septum, la portion médiane du fornix ou trigone. Sous le trigone, la cavité ventriculaire du diencéphale au troisième ventricule, V3. Celui-ci communique avec les ventricules latéraux, à droite et à gauche, par un orifice appelé trou de Moreau. Sur la face médiane de l'hémisphère, on distingue un lobe cérébral très particulier, le lobe limbique. Il est formé par le gyrus singulaire en haut, le gyrus para-hippocampique T5 en bas, et par les formations olfactives qui rejoignent les aires sous-calleuses frontales et l'incus de l'hippocampe. Cette relation avec les formations olfactives fait que l'on appelle parfois le lobe limbique rhinencéphale. Ce lobe représente une partie ancienne de notre cerveau par rapport au reste des hémisphères, d'évolution plus récente. Morphologie interne. Comme dans les autres segments du névrax, on va trouver de la substance grise, de la substance blanche et des cavités épendymères. Substance grise. Elle est répartie sous forme d'un cortex périphérique d'épaisseur variable, 1,5 à 4 mm, selon les régions. Ce cortex ou pallium est un archi et un paléocortex, variant de 3 à 5 couches au niveau du lobe limbique. C'est un néocortex à 6 couches régulières sur le reste des hémisphères. Mais on trouve aussi de la substance grise sous forme de noyaux gris centraux. On peut mieux les situer sur les coupes frontale et horizontale du cerveau. Sur la coupe frontale, dite de Charcot, on voit le lobe caudé, le thalamus, le noyau lenticulaire et l'avant-mur de l'insula ou claustrum. Il convient d'y ajouter un noyau situé dans la région de l'incus de l'hippocampe, le noyau amygdalien. Sur la coupe horizontale, dite de Fletching, on retrouve les mêmes noyaux gris centraux. Ils sont volumineux, occupent bien la région centrale du cerveau et se répartissent autour des cavités épendymères. Noyaux gris centraux. Le thalamus. C'est un volumineux noyau gris, ovalaire, qui borde le troisième ventricule dont il représente d'ailleurs la face latérale. Le thalamus est dirigé en avant et un peu en dedans. Il mesure près de 4 cm de long sur 3 de large. Le thalamus peut être divisé en un gros noyau antérieur et un gros noyau postérieur ou pulvinar. Au niveau du pulvinar, on remarque deux protubérances, le corps genouillé interne ou médial et externe ou latéral.
Entre ces noyaux, antérieur et postérieur, la région moyenne du thalamus est elle-même scindée en 4 zones par des cloisons verticales et horizontales. On distingue ainsi des noyaux dorsaux et des noyaux ventraux. Les noyaux dorsaux et ventraux étant eux-mêmes soit latéraux, soit médians. Dans le groupe ventral et latéral, on subdivise encore en noyaux ventraux latéral antérieur, intermédiaire et postérieur. Le noyau codé. Il est en forme de virgule à grosse extrémité supérieure que l'on appelle tête du noyau codé et qui se trouve dans le ventricule latéral, dans la région frontale. Le corps fait suite à la tête et une queue prolonge le noyau, en bas et en avant, latéralement vers la région temporale interne. Le noyau lenticulaire. Il est en forme de pyramide triangulaire à base externe ou latérale et à sommet interne, ce qui lui donne un aspect triangulaire sur les coupes. La base latérale représente le putamen. Le sommet de la pyramide forme le pallidum, lui-même subdivisé en globus pallidis et en globus medialis. La base répond, en dehors, à la région insulaire et le sommet se dirige vers la ligne médiane, entre thalamus et noyau codé. L'avant-mur de l'insula ou claustrum. C'est une faible épaisseur de neurones sous forme d'un film qui s'interpose entre le cortex du lobe de l'insula et le putamen. Sur la coupe frontale, on remarque même qu'une partie du claustrum tend à revenir vers la ligne médiane sous le noyau lenticulaire. Le noyau amygdalien ou amygdale temporale est un petit noyau qui jouste le cortex de l'incus de l'hippocampe. Rapport des noyaux gris entre eux sur les coupes frontale et horizontale. On peut déjà situer valablement la disposition des principaux noyaux gris. Sur la figure 71, où les noyaux sont vus latéralement et par-dessus, on comprend mieux leur rapport réciproque. L'avant-mur de l'insula n'ayant pas été représenté. Sur la figure 72, thalamus et noyau codé sont disposés, vus d'en haut, par rapport à la cavité du troisième ventricule et à la lame colliculaire ou tectum mésencéphalique. On reconnaît là les colliculi ou tubercules quadrés jumeaux et l'épiphyse ou le corps pinéal. On remarque que les colliculi sont en connexion avec le corps génué du thalamus par une petite languette de substance nerveuse, le bras conjonctival. Le diencéphale et les noyaux diencéphaliques. Nous l'avons vu.
Le diencéphale est placé entre les deux hémisphères cérébraux et nous l'avons sectionné au milieu pour étudier la face interne des hémisphères. Il comporte une cavité médiane, le troisième ventricule ou V3, flanqué de chaque côté par le thalamus. On lui rattache les pallidum du noyau lenticulaire et toute une région inférieure qui comprend une partie centrale, médiane, directement sous le plancher du troisième ventricule, l'hypothalamus, et une partie latérale, à droite et à gauche, sous le noyau thalamique, la région sous-thalamique. La région sous-thalamique comporte des noyaux gris, comme le corps de Louise ou la zona incerta. L'hypothalamus, que nous avons déjà vu en partie lors de l'étude du mésencéphale, est en relation intime avec l'hypophyse. On décrit dans l'hypothalamus de nombreux noyaux. Les uns sont antérieurs et dits noyaux de la région optique, car leurs rapports sont proches du chiasma optique. Les autres sont moyens, ou noyaux de la région du tubaire, tige hypophysaire, et postérieure, ou noyaux de la région mammillaire. L'hypophyse, c'est un petit organe neuroglandulaire appendu par sa tige à la face inférieure de l'hypothalamus. Elle pèse quelques grammes et ne dépasse pas le centimètre dans sa plus grande dimension. Elle est logée dans une dépression de la face supérieure du sphénoïde, la selle turcique. Elle est composée d'une partie postérieure blanche, neurohypophyse, arrondie, reliée à la tige hypophysaire, et d'une partie antérieure, adénohypophyse, en forme de croissant, de couleur chamois, enveloppant la neurohypophyse. On décrit à cette adénohypophyse une partie centrale ou médiane, le corps et des ailerons latéraux. La tige hypophysaire s'échappe de l'hypothalamus sous-jacent, juste en arrière du chiasma optique. À son origine, on observe une dépression dans la cavité du V3, l'infundibulum. Sur la figure 71, on voit en coupe frontale les rapports de l'hypophyse et de sa tige avec le troisième ventricule sous-jacent et, de chaque côté de la tige, les tractus optiques ou bandelettes optiques qui viennent du chiasma optique situé en avant de la tige hypophysaire. La figure 94 montre que les neurones issus des noyaux optiques et du tubaire envoient leurs fibres vers la neurohypophyse. Ainsi est constitué le faisceau hypothalamo-post-hypophysaire. Substance blanche. Au plan topographique, il convient de l'étudier sur les coupes frontales et horizontales. On remarque ainsi
que la substance blanche présente deux zones différentes dans sa représentation spatiale. Une zone directement sous la surface du cortex, où la substance blanche est uniforme. C'est la couronne rayonnante au centre ovale. Et une zone centrale où la substance blanche est divisée du fait de la présence des noyaux gris. C'est la zone dite des capsules. On distingue la capsule interne, située entre le noyau caudé et le thalamus, médialement, et le noyau lenticulaire latéralement. La capsule externe, entre la base du noyau lenticulaire et le claustrum. La capsule extrême, entre le claustrum et le cortex insulaire. Au plan composition, on distingue dans la substance blanche cérébrale des fibres de projection descendantes ou ascendantes, des fibres d'association intra-hémisphérique et des fibres d'association interhémisphérique ou commissurale. Les fibres de projection représentent les grandes voies ascendantes ou descendantes reliant le cerveau au tronc cérébral et à la moelle spinale. Ces grands faisceaux de fibres seront étudiés dans les chapitres de la systématisation. Les fibres intra-hémisphériques servent, dans un même hémisphère, à relier entre eux les lobes pour échanger et associer les informations. Ce sont les grands faisceaux d'association. On ajoute, dans les fibres intra-hémisphériques, les voies qui unissent en particulier le thalamus au cortex et le cortex aux autres noyaux gris centraux. Citons ainsi 5 grands faisceaux d'association interlobaires ou intra-hémisphériques. 3 sont situés près de la face latérale de l'hémisphère. Faisceau longitudinal supérieur, reliant le lobe frontal au lobe pariétal et occipital. Faisceau arqué, associant lobe frontal et lobe occipito-temporal. Faisceau insuné, établissant des relations frontales et temporales. 2 sont placés près de la face médiale de l'hémisphère. Faisceau du cingulum, reliant le lobe frontal au gyrus para-hippocampique. Faisceau longitudinal inférieur, unissant le lobe temporal et le lobe occipital. Ce grand faisceau relie à grande vitesse des lobes cérébraux aux fonctions diverses et permettent d'associer ainsi des informations différentes, tactiles, affectives, motrices, sonores, visuelles, etc. Les fibres interhémisphériques ou commissurales permettent l'échange d'informations entre parties droite et gauche du cerveau. On distingue de grandes et de petites commissures. Le corps calleux, c'est la plus importante des grandes commissures télencéphaliques.
Il s'agit d'un groupement de près d'1 million de fibres qui associe la totalité du cortex droit au cortex gauche, à l'exception du cortex de circonvolution T5, qui appartiennent au lobe limbique. C'est donc une commissure néopalliale. En principe, les fibres rejoignent des points corticaux symétriques, mais pas toujours. Sur la ligne médiane, les fibres du corps calleux se groupent pour franchir la fissure médiane interhémisphérique. Si l'on sectionne le corps calleux à ce niveau, celui-ci forme une masse compacte à laquelle on décrit en avant un bec surplombé par un genou, au milieu le corps du corps calé, en arrière une zone renflée, le bourrelet ou splénium. Les fibres antérieures du corps calé sont frontales et passent par le genou. Elles représentent une sorte de pince ou forceps minor. Celles qui sont en arrière établissent des relations occipito-occipitales, passent au niveau du splénium et constituent le forceps major. Le trigone ou fornix. Le trigone est formé à droite et à gauche d'un faisceau de fibres qui unissent le corps mammillaire au noyau amygdalien et au cortex temporal voisin. Les fibres qui partent du corps mammillaire vont en haut, en avant du troisième ventricule, puis en se rapprochant de la ligne médiane, s'accolent aux fibres homologues du côté opposé. Ainsi, les piliers antérieurs du trigone s'unissent sur la ligne médiane pour former le corps du trigone au-dessus du V3, appendu au septum interventriculaire. Les fibres, en arrière, se dirigent latéralement vers le bas et vers l'avant pour rejoindre le cortex de l'uncus de l'hippocampe et le noyau amygdalien. Ce sont les piliers postérieurs du trigone. Ainsi décrit, le trigone représente une association entre le diencéphale, tubercule mammillaire, et le cortex, lobe temporal, du même côté. Il s'agit donc d'une association intracérébrale et non d'une commissure. Mais certaines fibres issues du lobe temporal d'un côté s'échappent du pilier postérieur et, passant en pont au-dessus de la ligne médiane, gagnent le pilier postérieur du côté opposé, et donc le lobe temporal opposé. Ces fibres sont donc bien des fibres commissurales. Elles sont décrites sous le nom de lyre de David ou Psalterium. La commissure blanche antérieure. Il s'agit d'un faisceau de fibres unissant la région de l'uncus de l'hippocampe d'un côté à l'autre. Ces fibres passent en avant du troisième ventricule, au-dessus du chiasma optique, sous le bec du corps calleux. La vie cavalière postérolatérale représente la disposition dans l'espace des trois commissures sus-décrites. Les autres commissures, comme la commissure blanche antérieure,
Il y a d'autres commissures de part et d'autre de la ligne médiane, autour du troisième ventricule. Ces commissures, dites diencéphaliques, sont nombreuses. Commissure blanche postérieure, commissure de Guiden, etc. Les cavités épendymères. Au niveau du cerveau, il y a 3 cavités. L'une médiane répond au diencéphale. C'est le troisième ventricule, V3. Les autres sont latérales et répondent aux hémisphères. Ce sont les ventricules latéraux. Le troisième ventricule est relié par un conduit à chacun des ventricules latéraux. Le conduit ou trou de Moreau, au foramen interventriculaire. Le troisième ventricule, fin et étroit. Il est placé au centre du diencéphale. Latéralement, il est flanqué par le noyau thalamique. En bas, cette cavité répond à l'hypothalamus. En avant, entre le chiasma en bas et le bec du corps calleux en haut, une mince membrane le ferme. La lame sus-zaptique, où l'on voit la commissure blanche antérieure. En bas et en avant, la cavité du troisième ventricule présente 2 petits renforcements, processus optique et processus infundibulaire. En arrière et en bas, le troisième ventricule se vide dans l'aqueduc du cerveau, juste au-dessus de l'abouchement de l'aqueduc. On voit le processus épiphysaire et l'implantation de l'épiphyse ou le corps pinéal. En haut, le troisième ventricule est fermé par une simple toile tendue entre les noyaux thalamiques droit et gauche. Au niveau de cette toile courent des vaisseaux formant les plexus choroïdes du troisième ventricule, cachés par la face inférieure du corps calleux. En avant, le troisième ventricule s'ouvre à droite et à gauche par le trou de Moreau, dans le ventricule latéral correspondant. Les ventricules latéraux, ce sont les cavités des hémisphères cérébraux. Comme eux, ils ont subi le phénomène d'enroulement et présentent une forme en C ouvert en avant. Chaque ventricule possède en haut une corne frontale proche de la ligne médiane, puis un corps ventriculaire juste en dessous du corps calleux. Lui fait suite un carrefour ventriculaire, d'où partent vers l'arrière une petite corne occipitale et vers l'avant, le bas et latéralement, une corne temporale mince et effilée. Sur une vue supérieure du système ventriculaire, on voit les ventricules latéraux avec, au centre, le troisième ventricule et le trou de Moreau, puis plus en arrière, l'aqueduc de Sylvius et le quatrième ventricule. La vue latérale montre la situation du système ventriculaire
et les relations entre chaque cavité ventriculaire. Artères du cerveau. Branche d'apport. De la même façon que les artères vertébrales représentent les piliers artériels du tronc cérébral et du cervelet. Ce sont les artères carotides internes qui sont les piliers artériels d'apport pour le cerveau. On doit aussi se souvenir que le tronc basilaire participe à l'apport artériel du cerveau par ses branches terminales. Les artères postérieures. Les artères cérébrales postérieures. Le polygone de Willis. Les artères carotides internes pénètrent dans le crâne et apparaissent après avoir perforé la dure mère en dedans des processus clinoïdes antérieurs. Là, chacune se divise rapidement en donnant l'artère cérébrale antérieure qui part en dedans et en avant, l'artère cérébrale moyenne qui part en dehors dans le sillon latéral de celui-ci, d'où son nom d'artère sylvienne, l'artère communicante postérieure qui file en arrière, l'artère choroïdienne antérieure. Les artères cérébrales antérieures sont rapidement unies par une anastomose transversale. L'artère communicante antérieure, ce qui permet un échange circulatoire entre carotides internes droite et gauche. En arrière, l'artère basilaire ou le tronc basilaire, en se divisant, donne les artères cérébrales postérieures qui contournent les pédoncules cérébraux. L'artère communicante postérieure, de chaque côté, vient se jeter dans l'artère cérébrale postérieure homolatérale. Ainsi est réalisée une anastomose entre territoire carotidien et vertébro-basilaire. Cet ensemble anastomotique carotidien et vertébro-basilaire réalise une sorte de polygone artériel à la base du cerveau, au-dessus de la région sphéno-hypophysaire. Le polygone unit les territoires carotidiens entre eux et avec le système vertébro-basilaire. Il donnera les branches à destinée cérébrale. C'est à son niveau que sont trouvées, le plus souvent, les malformations artérielles anévrismales, bien mises en évidence par les angiographies carotidiennes et vertébrales. Les branches cérébrales, elles sont au nombre de 3, en ce qui concerne les plus importantes. L'artère cérébrale antérieure, elle se dirige en dedans et en avant vers la fissure médiane interhémisphérique. Elle se redresse et file en arrière, au-dessus du corps calleux, en donnant ses branches collatérales qui irriguent la face médiale du cerveau. À son origine, elle a donné des branches perforantes directes destinées au diencéphale et à la partie antérieure des noyaux gris centraux. L'artère cérébrale moyenne ou sylvienne, elle suit le sillon latéral du cerveau de son origine à sa terminaison. Elle donne, à l'origine,
des branches perforantes. L'anticulose striée. Pour les noyaux gris centraux et les capsules de substances blanches. Surtout, elle se ramifie à la face latérale des hémisphères dont elle vascularise les 4/5. L'artère cérébrale postérieure, issue de la division du tronc basilaire. Elle contourne la face latérale du mésencéphale et pénètre dans la grande fosse cérébrale en passant par le foramen ovale de Pacchioni. Elle se distribue à la face interne et inférieure des régions temporales et occipitales. Elle donne l'artère calcarine, très importante pour la vision. Anastomose. Ces différentes branches artérielles sont des territoires distincts, profonds et superficiels, peu anastomosés entre eux. Les artères cérébrales sont également très peu anastomosées entre elles, à la périphérie. Cela explique les troubles consécutifs à une thrombose ou à une embolie dans l'une ou l'autre de ces artères. Territoires artériels du cerveau. Le territoire dépend de chacune des grandes artères cérébrales peuvent être représentés sur une coupe frontale. On voit ainsi que participent à la vascularisation du cerveau les artères choroïdiennes antérieures et postérieures.